Bonjour et merci d'être présent à ce webinaire, le deuxième de cette année scolaire qu'on organise avec la direction de l'enseignement, de l'orientation et de la formation de la l'AEFE. Celui-ci est un petit peu plus orienté vers les parents gestionnaires dans les établissements parce que après avoir abordé tous les aspects pédagogiques lors du dernier webinaire, on va s'intéresser à la formation, à l'année du numérique éducatif et de l'IA et à la labellisation des établissements innovants. Donc, merci beaucoup à Rosanne Le Guenec et à Gérard Colavecchio qui vont se présenter, d'être avec nous de nouveau. Et je vous laisse la parole. Merci Mélissa. Bonjour à toutes et tous. C'est toujours un plaisir effectivement de vous retrouver et puis d'exposer ce que nous faisons donc à la direction de l'enseignement, de l'orientation et de la formation. Cette fois-ci, je suis accompagnée effectivement de Gérard Colavecchio et je vais le laisser se présenter. Bonjour, donc Gérard Colavecchio, je suis le chef du bureau de la formation et de l'innovation au sein évidemment de la DEOF, la direction de l'enseignement, de l'orientation et de la formation que dirige Rosen Noguelic. Alors, le BFI, c'est un bureau particulier qui porte les deux sujets qui vont être les nôtres aujourd'hui, le sujet de la formation et le sujet de l'innovation et du numérique éducatif. C'est une équipe de 10 personnes à l'agence pour l'ensemble du réseau qui propose effectivement l'ensemble, qui articule l'ensemble des formations et qui lance des dossiers complémentaires comme celui de l'innovation. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet et moi je vous propose effectivement que on fasse un petit bilan de ce qui est formation et puis les perspectives qui sont celles du bureau de la formation et par là même de la DEOF. Donc vous le savez, en termes de formation, c'est une mission qui incombe à l'agence pour les personnels et pour l'ensemble des personnels, c'est-à-dire qu'on verra tout à l'heure, il n'y a pas que les enseignants qui sont concernés par la formation et c'est une mission qui nous est dévolue par le Code de l'éducation que vous voyez tout en haut de cette première slide. Et évidemment, ce Code de l'éducation est décliné en un ensemble de textes qui nous permettent de mettre en musique, en quelque sorte, la formation. Donc, nous avons, et moi je commencerai peut-être par ce qui permet la création des IRF, et puis nous avons les missions et attributions des IRF, leur fonctionnement, et puis ce qui nous occupe en propre, on l'a placé en numéro un, et c'est voilà. Euh, euh, la note, effectivement, d'orientation stratégique de la formation continue des personnels des établissements français à l'étranger, où là, on décline les modalités de travail qui sont les nôtres en matière de formation. Tout cela est possible. Alors, ce sketch note, on le réactualise très régulièrement, plusieurs fois dans l'année. Vous voyez que là, c'est l'état des lieux de novembre 25. Alors, on est toujours sur les mêmes bases, effectivement, parce qu'on va retrouver les informations actualisées. Je crois que je vous l'ai effectivement présenté plus d'une fois, notamment en fin d'année au Sénat. Je crois que Tout à c'est fait. une présentation, mais celui-là est le dernier actualisé. D'accord. Et moi, j'appelle plutôt votre attention sur deux éléments. Le premier, c'est que la formation à l'agence, elle est possible et grâce au maillage que nous avons, à la fois à partir de la centrale avec le bureau d'information et d'innovation, et puis les IAIPR qui sont là en fait pour travailler avec des formateurs. Et les IAIPR, ils sont au nombre de 11 à l'agence, plus 17 IEN qui sont en résidence, et ils ont pour vocation d'animer en quelque sorte le réseau des formateurs. Ils l'animent d'un point de vue disciplinaire, pour le second degré aussi, et il l'anime sur les équipes, puisqu'ils sont tous référents de zone. Et évidemment, nous avons ce maillage des 306 formateurs premier et second degré qui sont placés en zone. Et je pense que c'est ce qui permet effectivement d'avoir des plans de formation ajustés et de pouvoir répondre à des demandes
très minutieuse en matière de formation. Et tout cela ne serait pas possible sans un outil, et cet outil qui a été lancé, Gérard, en 2022, 22-23, sur l'année 23, 2023, oui. nous sommes à 32 000 comptes utilisateurs, hein, répertoriés à ce stade sur, effectivement, vous voyez, les 51 000 personnels. Et une analyse un peu plus fine nous montre que, et on y reviendra sur la formation, si les enseignants sont très conscients et demandeurs de formation, on a encore à progresser sur les personnels non enseignants pour la connexion effectivement des comptes sur Athéna, puisque c'est Athéna qui permet de déposer l'expression des besoins de formation de l'ensemble des personnels du réseau. Ça, c'est un petit peu la partie logistique, hein. Maintenant, on va s'attacher à voir ce que nous faisons dans le réseau et quelle est notre progression en matière de formation. En fait, notre progression, elle va plus vite que la progression de l'agrandissement du réseau. Nous proposons plus. Alors, proposer plus, c'est quoi? Nous proposons depuis, et vous voyez les graphiques, hein, sur l'offre de formation, nous tentons de proposer toujours plus de formations. On a 2% d'augmentation, et vous savez que ces formations, elles sont basées sur ce que j'appellerais moi un triptyque. Le premier triptyque, la première base du triptyque, ce sont évidemment, et c'est ce qu'on a évoqué en début d'année ensemble sur le webinaire, c'est toute l'actualité du ministère de l'Éducation nationale et du maintien à niveau des doléances de l'éducation nationale. Donc là, on a effectivement un pilier particulièrement important. Ensuite, le second pilier, c'est celui effectivement des orientations stratégiques de l'agence et des focales pédagogiques qu'elle place. Je pense en ce cas à la maternelle, mais aussi à toute la politique des langues que nous avons dans les établissements, voire depuis peu, effectivement, tout ce qui est innovation et numérique éducative rentre progressivement dans des priorités agences. Donc 2% d'augmentation, hein, sur les propositions, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que par là même, les horaires de formation, eux, le nombre d'heures de formation, que ce soit en présentiel, en hybride, en distanciel, là, on a une augmentation de 10% avec des mises à disposition de formation toujours plus importantes. Et la dernière focale que j'aimerais évoquer, c'est, vous le voyez, les plus 20% entre l'année passée et cette année, puisque cette année, dans le réseau, nous avons formé 21 210 personnels sur les 51 000 personnels en proportion. Donc, c'est là qu'on a une proportion, et c'est un peu un engagement qu'on souhaitait avec Gérard il y a 1 an ou 2 ans antérieurement, quand on vous parlait, c'était de faire en sorte que plus de personnel viennent effectivement vers la formation, tout personnel confondu, parce que, et vous le verrez, on avait un distinguo qui existait fortement entre les personnels enseignants et non enseignants. Donc là, une augmentation effective, hein, des personnels. Quand on regarde un petit peu le ratio, il faut savoir que nous, on a un peu tendance à vivre dans un écosystème. Ça nous semble normal. Mais quand on fait la relation avec ce qui se passe aujourd'hui en académie, il faut bien avoir conscience que la mise à disposition des formations en nombre, en heures, est beaucoup plus importante que celle qui est proposée aujourd'hui en académie à un enseignant ou un personnel d'un établissement. Et deuxièmement, l'encadrement de cette formation est beaucoup plus présent, puisque en France, nous avons des formateurs, hein, qui sont dédiés à des formations souvent en présentiel, et nous avons des formateurs qui ont capacité de déployer des modalités de formation multiples, présentiel, je l'évoquais, hybride, distanciel, et d'aller dans les établissements sous la forme de formation en établissement, qui est toujours ce que j'appelle, et vous m'entendrez souvent le dire, de la broderie en termes de formation, puisqu'on est à la demande des établissements. Et je crois qu'il faut avoir conscience qu'il y a un distinguo important entre l'effort, hein, que l'agence met maintenu sur la formation et la professionnalisation et ce que nous proposons.
Alors, le slide suivant, on rentre dans une maille un petit peu plus fine d'analyse effectivement et de typologie des volumes horaires en termes de formation. Si on regarde un petit peu la typologie des personnels qui vont vers la formation, eh bien, on se rend compte effectivement que massivement, ce sont des personnels enseignants. À plusieurs finalités, hein. La première, c'est qu'il y a une culture, je le disais tout à l'heure, de la formation, c'est-à-dire qu'on a des personnels euh, qui sont dans cette dynamique de se former, mais on a aussi des personnels enseignants qui sont qui ont conscience qu'elles ont besoin de la formation pour se maintenir à niveau pour leurs enseignements. On peut très bien travailler effectivement seul un nouveau programme. On est toujours plus étayé et plus efficient ensuite dans les classes quand on le fait avec un formateur et d'autres collègues avec qui on va échanger sur des pratiques et avec lesquels souvent on restera d'ailleurs en lien direct. Donc automatiquement, cette typologie de personnel enseignant, on la retrouve sur le volume des formations qui principalement sont couvertes par les professeurs, en quelque sorte. Pour autant, moi, ce que je trouve, et c'est à peu près 80% de l'offre, ce que je trouve assez intéressant, c'est que là où on s'était un petit peu engagé, c'est sur les autres personnels, hein, personnel effectivement technique, personnel d'encadrement, personnel de santé, où là, progressivement, on est en train d'essayer d'étoffer un petit peu à la fois l'offre et à la fois le fait de pousser ces personnels-là à émettre des demandes et aller s'inscrire sur des formations, ce qui n'est pas dans la culture. Alors, pour deux raisons. Sur les personnels techniques, par exemple, ça n'est pas effectivement dans la culture que de savoir qu'il y a des formations mises à disposition. Et ensuite, on a une deuxième catégorie, je pense en particulier aux personnels de direction, qui ont tendance à s'oublier dans les inscriptions aux formations. Et il y a 1 an et demi à peu près, avec Gérard, on s'était un peu engagé à vouloir que cette partie des typologies grandisse un peu. On est presque à notre objectif, hein, qui était, je vois que Gérard est en train de tracer un peu le fil, qui était, voilà, on aimerait qu'on soit effectivement à 2 tiers, 2 tiers, 1 tiers, avec deux idées, hein. L'idée de l'efficience effectivement dans les salles de cours et en même temps d'embarquer l'ensemble des personnels d'un établissement dans ce qu'on appelle un établissement français, c'est-à-dire tous les registres et tous les critères de l'homologation qui engagent l'ensemble des personnels. Alors, une focale qu'on vous a plusieurs fois présentée, mais vous montrer de quelle manière on la travaille. Il y a une particularité dans le réseau, et vous savez qu'on l'a travaillé depuis des années, c'est la professionnalisation des enseignants. Professionnalisation qui fait qu'on a créé à partir de 2022 et on les a systématiquement repris par la suite sous la forme de retex, hein, donc de révision de ces parcours. On a mis en place 2 parcours, un parcours intégré et le parcours consolidé, qui ont comme pour finalité de professionnaliser des personnels qui n'entrent pas nécessairement dans le métier de l'enseignement, mais qui ne sont pas d'emblée, effectivement, sur une démarche d'études ou de pratique de l'enseignement. On a commencé en 2022-2023, on était à peu près à 2800 personnes et c'était la première année et on comprenait bien parce qu'il y avait en fait un besoin énorme de professionnalisation de ces personnels. Petit repli en 2023 et on s'était dit dans l'analyse que peut-être qu'on était arrivé, on avait quand même formé à ce stade-là pas loin de 4500 personnes et on s'était dit, non, vous voyez que l'année dernière, nous avons formé 2816 personnes sur ces personnels à professionnaliser, ce qui veut dire en fait que dorénavant, on a réussi, je pense, enfin j'espère, à faire passer l'idée que quand on a un personnel qui arrive dans un établissement qui n'a pas a priori de formation enseignante complète, on l'inscrit sur ces dispositifs-là. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, on les voit inscrits sur ces dispositifs-là. Et souvent, d'ailleurs, les établissements, c'est imparable. Une des premières formations
envisagées par la cellule de formation continue, ce sont effectivement les personnels à professionnaliser. Et l'avantage, c'est que on a évidemment ces open badges, hein, c'est-à-dire que vous savez que l'agence n'a pas capacité à diplômer, en conséquence de quoi on a mis en place cette certification dynamique et on a 9 000 personnes, pas loin de 10 000 personnes à ce stade de l'année qui ont validé effectivement ces open badges qui sont de plus en plus reconnus dans tous les systèmes éducatifs, hein, il faut le savoir. Donc, ce sont des éléments qui peuvent être reconnus par d'autres ministères et notamment de plus en plus, hein, on va voir, par l'éducation nationale. Qui s'intéresse d'ailleurs à tout ce programme de dispositifs de professeurs à professionnalité jusqu'à la certification sur des niveaux recrutés. Alors, oui, on pourrait imaginer. Non, c'est peut-être Ouais. effectivement. On n'est pas laboratoire d'innovation pédagogique pour rien. Quand on a lancé, et à l'époque j'étais au BFI hein, avec Gérard, ces parcours de professionnalisation, on les a pensés en modules, on les a pensés effectivement de manière à ce que ce soit la façon la plus complète possible. Il faut savoir que dans le même temps, dans les académies, on n'avait pas ce dispositif. C'est-à-dire qu'on était d'abord sur des contractuels en France et avec l'idée qu'on les mette sur des classes immédiatement, mais avec très peu d'heures de formation. Si on prend peut-être la slide suivante, moi, c'est de vous montrer de quelle manière on travaille les choses pour former ces personnels le plus tôt possible. C'est comme ça qu'on le réfléchit, du moins à l'agence, pour les amener vers la qualification la plus haute possible dans le domaine de l'enseignement, juste avant, en fait, le concours hein, qui est celui du CAPES en France. D'abord, il y a l'idée que nous travaillons, et c'est un petit peu nouveau, ce qu'on appelle le pré-recrutement EFE. On est en train de voir de quelle manière des personnels dans les établissements, on peut avoir une sorte de vivier en quelque sorte et leur permettre d'avoir un accès à la formation un peu avant qu'ils ne prennent en charge des classes. Ça peut être des gens qui sont sur des remplacements et on leur permettra d'accéder effectivement à un parcours qu'on est en train de réfléchir. Ensuite, on a ce parcours des PAP intégrés et consolidés hein, que vous connaissez avec les badges qui vont bien. Ces parcours PAP, si on fait là aussi la comparaison avec la France, on n'est pas sur des contractuels, on est sur plus que du contractuel. On est davantage dans une prise en charge un petit peu à l'équivalent des stagiaires quand ils sont en aide de formation juste après leur concours. Et ça a été conçu un petit peu comme ça, avec une articulation sur un parcours magistère, sur des regroupements, sur des accompagnants pédagogiques qui sont mis en place et des visites de formateurs. Donc, on est sur un dispositif beaucoup plus étoffé qu'un simple contractuel. Nous, la finalité, évidemment, c'est que ces enseignants restent dans les établissements et prennent en main les classes de manière à être des enseignants rompus au métier. Mais jusqu'à présent, ça ne nous suffisait pas en quelque sorte. Ce qui nous manquait, c'est la dernière pierre que vous voyez bien apparaître en rose, violet, je ne sais pas si j'ai des bonnes couleurs, mais je sais aussi on voit tous les mêmes couleurs, mais et c'est effectivement le souhait que nous avons eu de mettre en place la brique master. Alors, le master, c'est en 2 années. Et l'avantage que nous avons, c'est que le bureau de la formation et de l'innovation a travaillé en fait à la fois avec des INSPE en France. Donc, on est dans le cadre de partenariats, vous voyez, partenariat extrêmement solide. Hein. Évidemment, on est en convention avec ces INSPE, certaines avec lesquelles on a l'habitude de travailler depuis longtemps. Je pense particulièrement celle de Lille, enfin toutes hein, quasiment. Et en fait, nous avons travaillé de manière à ce qu'on ait une maquette master, mais qu'on reconnaisse la formation qui a été proposée, notamment dans le cadre des parcours PAP. Ce qui veut dire qu'une personne qui a suivi le parcours PAP, qui a validé ses open badges, peut accéder à un master
Donc déjà, c'est une première, c'est quelque chose qui est très satisfaisant pour nous. Et deuxièmement, qui va pouvoir le faire sur un horaire de master moins important parce que les INSPE eux-mêmes ont considéré que les parcours de 2 années, enfin, ou un peu équivalent 2 années des PAP étaient suffisamment solides pour effectivement cette entrée en master sous un horaire qui est à peu près moitié moins parce qu'ils ont déjà une compétence en fait en classe. Ces masters premier et second degré, alors ceux qu'on a installés en premier, ce sont, et vous voyez qu'ils représentent 78%, ce sont les masters premier degré, hein, ce sont les plus anciens. Anciens, c'est vite dit, ils ont 3 ans. Oui, c'est ça. Donc on devient âgé assez Mhm. rapidement. Hein. Nous, c'est une entrée en maternelle, mais non, nous, c'est les masters premier degré. Donc 78% et plus facile à installer pour nous parce qu'évidemment, ils sont pluridisciplinaires. Hein. Donc une même maquette hein, peut effectivement circuler plus facilement. Et puis, depuis l'année dernière, nous avons commencé à installer ces masters second degré dans des disciplines voilà, un peu classiques, phares et installées, et en même temps dans des disciplines dont on sentait que les établissements avaient besoin d'une professionnalisation avérée. Parce qu'il me semble que je vous l'avais dit antérieurement, de plus en plus de pays ne se contentent plus d'un DU, mais souhaitent effectivement un master. Alors nous, ce n'est pas un équivalent master, c'est un master puisque c'est délivré par une université et un INSPE. Et on peut rajouter que le taux de réussite est de 98% en même temps. C'est important de savoir que c'est pas toujours évident de conjuguer la vie professionnelle et la vie familiale. Mais par contre, ils sont motivés et ils tiennent absolument à avoir le même niveau de compétence qu'un enseignant en France. Voilà. Et ces masters, dès lors que l'établissement est inscrit dans le processus de formation, évidemment, avec l'agence, il faut savoir que ces masters, nous, on tient à ce que les enseignants soient le plus formés possible et à plus haut niveau possible. Et de fait, quand l'établissement participe à la formation, évidemment, on prend en charge la moitié du master. Donc, on engage, évidemment, on a un peu une politique incitative à aller vers ces qualifications élevées. Et on est vraiment aux portes, en fait, du concours de recrutement. Perspective. Ah, alors, les perspectives. Le bureau de la formation et de l'innovation ne s'arrête jamais. Donc, depuis effectivement qu'on a mis en place les IRF, on a à cœur, vous l'avez vu, hein, d'ouvrir l'offre de formation et on a évidemment aussi à cœur de faire en sorte que cette offre, elle soit toujours active et d'actualité. Raison pour laquelle systématiquement tous nos parcours sont mis en œuvre, alors ils sont testés en amont, mis en œuvre, analysés ici en centrale avec donc 3 à 4 personnes du BFI, mais aussi avec les formateurs qui nous font les remontées terrain sur la perception effectivement de la formation. Donc on a les retextes hein, systématiquement, les PAP c'est déjà fait, et vous voyez que sur voilà, nos dossiers sur la table, on a un retour sur le parcours école inclusive. Et là, ce parcours rouvrira en janvier prochain. Nous avons un parcours donc ça c'est pour l'année à venir. Hein. Nous avons un parcours sur l'entrée dans le réseau des formateurs. Alors pourquoi? Ça va peut-être vous étonner parce que vous voyez ça d'un prisme établissement. Il nous semble très important. Un formateur, on peut l'avoir dans le réseau sur 2 missions hein, jusqu'à 10 ans. Nous les formons systématiquement, c'est-à-dire qu'ils rentrent comme formateurs et nous continuons chaque année à les former. Mais on s'est rendu compte aussi que l'actualité du réseau fait que nos formateurs, quand ils arrivent dans le réseau, doivent être efficaces le plus rapidement possible. Moi, il y a longtemps, j'ai été formatrice dans le réseau et je me souviens qu'une des premières choses qu'on m'avait dites, c'est prenez le temps de regarder ce qui se passe. C'est une phrase que je n'utilise plus pour aucun des formateurs du réseau. On n'a pas le temps de voir ce qui se passe. Il faut qu'il soit efficient, efficace immédiatement.
Et de toute façon, les établissements et les enseignants ont tellement l'habitude de les avoir dans l'écosystème qu'il faut qu'ils soient efficaces immédiatement. Donc, nous les aidons à gagner en temps, en fait, et on a ce parcours voilà, qui va être mis en œuvre. Ça sera peut-être le début d'une série d'ailleurs, hein. C'est-à-dire que tous les Alors, corps de métier, enfin pas tous les ah corps de non, métier, mais oui, là on a le réseau des formateurs, mais pourquoi pas une entrée dans le métier Perdir un jour, volet EFE, pourquoi ouais, pas une entrée ouais. Ça, on en parlera peut-être sur les sur les parcours parcours Perdir après. qu'on est en train Exact, je suis en de train Ah bah voilà, travailler. j'allais poser une question Voilà. sur les Et CPE, donc, moi. alors, Les hop, CPE, c'est donc, un sujet qui nous intéresse beaucoup. on va, et on a une deuxième série. et on a une deuxième série. Alors, il y a le parcours, et je Oui. pensais que tu ferais référence à pardon. ça, c'est le parcours enseigner une langue vivante. Dans le FE, on a ce parcours langue arabe. Je rappelle que la langue arabe, c'est la première c'est la seconde langue du réseau après le français en termes de locuteurs. Alors, oui, toutes les sections anglophones, anglo-saxonnes, ça se joue à très peu, mais effectivement, historiquement, en fait, on a ce parcours, enfin, on a cette langue dans le réseau plus qu'ailleurs, et de fait, on a mis en place effectivement un parcours avec quand même, parcours didactique, avec l'idée derrière que on pourrait le décliner en fonction des langues du réseau. Alors, on ne va pas pouvoir le décliner à l'infini, bien sûr, mais pas toutes les langues, parce que je crois qu'on est à 86 langues possibles dans le réseau, c'est pas envisageable, mais effectivement, peut-être que voilà, les grandes et principales langues du réseau, on pourrait l'envisager à terme. C'est intéressant parce que les enseignants de langue, c'est quelque chose qui souvent, enfin, on peut assez facilement recruter en contrat local parce qu'on a des très bons locuteurs, etc. Mais par contre, la manière d'enseigner Et ce qu'on selon attend, le système et voilà, et les attendus, on ne les a pas forcément. Donc c'est vrai que déjà pour l'anglais et puis pour l'espagnol, enfin les langues très, très enseignées, ça c'est très utile. puis il y a l'idée que souvent, pour reprendre ce que tu évoques, quand on prend un, un locuteur natif, hein, très souvent, ce sont des professeurs euh, de littérature, de la langue du pays, mais pas en tant qu'enseignant, en tant que langue vivante. Et nous, on doit leur faire le pas entre des professeurs de littérature et faire en sorte que ça devienne des professeurs enseignant l'apprentissage d'une langue pour les élèves. On a cette mue, en fait, à faire, et c'est ce que portent un petit peu Avec en plus le public particulier d'élèves qui sont plurilingues, etc., qui ne sont pas des élèves qui ne parlent qu'une langue, quoi. Absolument. Alors, parmi les parcours qui sont aujourd'hui enfin, à la fois début du travail et à la fois en approche, hein, c'est le parcours IA. On avait évoqué en début d'année ensemble le fait que euh, l'IA était l'année thématique à l'agence, hein, et on le verra tout à l'heure, mais englobé dans cette plus vaste dossier qui est le numérique éducatif et l'innovation. Mais il y a effectivement un parcours IA qui est un parcours d'une soixantaine d'heures, hein, qui est en train d'être travaillé pour être effectivement proposé dans le réseau. Avec un premier volet pour les formateurs là, qui a ouvert il y a quelques jours. Et on voit bien qu'il y a, on l'avait souligné, hein, transforme nos pratiques enseignantes, les pratiques de formation et les pratiques d'organisation de l'établissement. Ben, ce parcours, il va intégrer les attendus des DAF, des PERDIR. Et c'est pour ça qu'à partir de janvier, il va être ouvert à tous les personnels. Voilà. Donc à partir de janvier, on aura un parcours complet, IA. multi-profil. Voilà. Et le dernier, c'est celui que nous sommes en train de travailler effectivement et de réfléchir. Alors, on a pas mal de groupes de travail à l'agence là-dessus. C'est un parcours de formation pour les PERDIR, les CPE et les DOC. Là, on est en train de réfléchir sur les premières maquettes, en quelque sorte, les cibles, les publics cibles qui sont les nôtres et les maquettes, avec l'idée effectivement de proposer des parcours pour plusieurs raisons. Je le disais tout à l'heure, hein, ce sont des personnels qui s'oublient en général dans les formations. Ce sont des personnels, je pense aux documentalistes et CPE, pour lesquels
on met en place des formations et on s'appuie aussi d'ailleurs en ce sens sur une académie, qui est l'Académie de Nancy-Metz pour nous aider sur ces typologies de formation, mais on aimerait aller plus loin sur effectivement des parcours. De la même manière pour les personnels de direction, là on est en train de réfléchir, mais je ne voudrais pas dévoiler ce qu'on a complètement en tête, mais on a beaucoup de choses en tête, c'est ça peut-être le souci. C'est à la fois que les personnels de direction restent un petit peu comme les enseignants à niveau, effectivement, sur des thématiques qui sont celles voilà, de personnel de direction. On les voit, les thématiques arriver, le climat scolaire, toutes ces politiques, effectivement, et ces dispositifs qu'il faut mettre en place, mais aussi des parcours d'accompagnement sur les adjoints. Parce que c'est une catégorie spécifique et particulière qui souvent d'ailleurs est à la manœuvre de toute la logistique d'un établissement. Et puis, pourquoi pas, on va jusqu'à peut-être un parcours pour des personnels qui ne sont pas nécessairement, et on en a dans le réseau, je pense à des établissements partenaires, qui ne sont pas directement issus de l'éducation nationale et pour lesquels eh bien, on a besoin de les professionnaliser. Et là, je vais reprendre un terme comme on l'a utilisé pour les PAP. On ne parlera pas forcément de PAP des PERDIR, c'est pas ça l'idée. Mais effectivement d'avoir des modules de professionnalisation particuliers. Voilà les pistes qu'on est en train d'explorer. Vous voyez que la formation va jusqu'à 2027, donc il faut simplement nous laisser le temps de maturer les choses comme on l'a fait déjà par le passé. Pardon. Non, non, vas-y. Sachant que sur les CPE-Doc, tu l'as précisé, il y a des choses qui existent dans le PRF, c'est pas parce qu'il n'y a pas de parcours Plan régional de formation. Voilà. Oui. Pardon. Faire un peu Oui, de- non, mais c'est vrai, on a beaucoup d'acronymes. Comme l'évoquait Rosane Le Guenec, on a l'Académie de Nancy-Metz qui reçoit 10 jours en immersion des CPE, des docs. Alors, il y a plusieurs disciplines aussi orphelines, qui ne sont pas couverts par nos formateurs et qui font partie, voilà, musique, art plastique, même des personnels de santé. On peut avoir aussi et à imaginer dans le futur. Mais voilà, ils sont 10 jours en immersion avec des formateurs académiques qui visitent des classes. Enfin voilà, il y a quand même une offre qui existe, mais c'était l'idée de proposer toujours sur le thème de l'hybridation, parce que c'est un peu ça la stratégie de la DEOF. C'est du présentiel, du distanciel, synchrone, asynchrone, tutoré, etc., qui donne vraiment une palette complète aujourd'hui de notre offre sur des formats divers. Voilà, pardon. Non, non, moi c'était juste pour rapporter le sujet des CPE, qui est un vrai sujet. Nous, on a beaucoup de questions, de remontées là-dessus, parce que comme c'est vraiment une figure qui n'existe pas dans énormément d'autres systèmes, peut-être dans tous les autres systèmes, je ne sais pas. Pas de la même manière. Oui, pas de la même manière. Vraiment, avoir un vrai CPE formé comme ce que doit faire un CPE dans un établissement et la manière que c'est pas un AED++, quoi. Non, non, C'est ça. Oui. Voilà. Alors, il y a eu des formations CPE, on les met en place. On a quand même à l'agence 2 IAIPR qui sont établissements à vie scolaire qui chacun mène des formations régulièrement. On essaie de trouver des temporalités parce que les CPE, ce sont aussi souvent des personnels de droit local qui tournent. Et du coup, on essaie de trouver une rotation aussi des formations pour qu'on puisse les avoir en formation et effectivement les former et les suivre. Mais effectivement, les deux, CPE et DOC, enfin, pour le faire régulièrement, quand on est en homologation, c'est vrai que c'est un point qu'on regarde particulièrement. Alors, ils ne sont pas ciblés dans les critères particuliers d'une homologation, sauf qu'ils font partie d'un ensemble. Et c'est vrai que si on s'attache là à des parcours de formation dédiés, c'est parce que dans l'homologation, souvent, c'est pas que c'est mal fait, c'est que c'est daté. Donc, un centre de documentation CCC, aujourd'hui, on attend du matériel, on attend des manières de faire, on attend une animation, on attend une capacité à passer des commandes particulières sur les documents, on attend aussi une veille numérique. Voilà, tout ça, ça s'apprend. Et de la même manière pour les CPE, là, c'est un petit peu différent, c'est-à-dire que documentalistes, il y a documentalistes à l'ancienne et puis il y a les documentalistes tels qu'on les attend aujourd'hui, qui sont quand même au cœur des projets, qui sont en appui, qui sont des enseignants documentalistes, donc qui sont en appui des autres enseignants aussi. Et quant au CPE,
oui, on pâtit en quelque sorte je le dis, hein, d'un historique et d'une vision qui est celle du surveillant général. Or, le métier en académie a bien évolué, les surveillants généraux n'existent plus du tout. Et là, effectivement, on est sur des personnels qui sont à l'organisation, et notamment de leurs équipes d'AED. Il y a des stratégies à avoir qui sont sur la manière dont on fait le lien entre les équipes. Ce sont des interfaces, hein, les CPE dans un établissement, comment on envisage ça et comment les CPE prennent aussi en charge des dossiers à part entière en termes de communication. Et là, je pense au climat scolaire, au harcèlement, enfin, tous ces éléments qui sont portés, tous ces éléments de citoyenneté hein, qui sont effectivement portés. Donc, voilà, l'idée de la formation, elle vient compléter peut-être quelques observables qu'on avait dans le cadre de l'homologation. Ça ferait une belle transition. Enfin, peut-être il y aura peut-être des questions avant qu'on passe à la partie innovation. Mais en tout cas, ça fait une belle transition avec l'innovation numérique parce que dans CPDoc, pour moi, il y a aussi cette idée de rénovation des espaces. Hein, parce que on est sur la rénovation aussi sur une autre façon d'enseigner, de former et tout ça dans la stratégie de l'innovation et du numérique éducatif. Et ces professeurs documentalistes, c'est le pilier central. On le voit déjà sur des gros dossiers comme l'éducation, médias et l'information, puisque ça fait aussi partie de la stratégie Innov, hein, toutes les questions de citoyenneté. Et ces espaces qu'on est en train petit à petit de bousculer un peu et de réinterroger, pour nous, le centre de documentation qui peut-être un jour deviendra un CCC, hein, Centre de culture et de connaissances, puisque ça demande au-delà de la documentation. Aujourd'hui, on va vraiment sur la recherche de l'information, la communication et les projets transversaux. Pour nous, ce sont des personnels qui sont emblématiques de la transversalité, de l'interdisciplinarité et du mouvement qu'ils peuvent donner à ces nouveaux espaces innovants. Innovant. Voilà. Stratégie numérique. C'est une stratégie alors vous avez la ruche, hein, notre symbole, qui a été lancée l'année passée, en Oui. fait, hein, sur l'ensemble du réseau à partir de l'agence. C'est vrai que la ruche, avec la notion d'alvéole, on y reviendra. On a commencé, parce qu'on tirera un fil par la suite sur l'IA, mais on a commencé par être très englobant, avec l'idée de faire bouger les lignes. À la fois, vous le voyez sur l'innovation, parce que l'innovation n'est pas uniquement numérique. Donc, ce sont des modifications, comme le disait Gérard, mais je vais lui laisser la parole, des modifications de pratiques. Et puis, évidemment, sur toute cette dimension de stratégie du numérique et du numérique éducatif, parce qu'aujourd'hui, ça fait partie de nos enseignements, ça fait partie ça doit faire partie de nos enseignements, ça fait partie des habitudes dans le quotidien. On a tous des enfants hein, qui font usage des outils numériques. Peut-être pas comme on le souhaiterait, mais il n'empêche que ces instruments et ces outils, ils les ont. Et il convient que l'école autour d'eux, et la famille aussi, hein, mais l'école autour d'eux, les aide effectivement à faire usage de ces outils en utilisant eux-mêmes des outils à finalité éducative. On ne fera pas sans ces outils, et moi j'ai la même idée sur l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, elle fait partie de l'environnement. Donc, ça réinterroge automatiquement nos pratiques et nos manières d'enseigner. Donc, D'ailleurs, le point commun pour rebondir sur ce que tu dis, entre la stratégie numérique et l'IA, hein, pour aller vite, oui. c'est que tout ça doit être fait dans un cadre raisonné, éthique, de protection des données et encadré. Ça, c'est vraiment le point commun qu'on a. Et surtout, je le vois bien quand je me déplace à travers les missions, et on verra tout à l'heure pourquoi. Je rencontre des comités de gestion, hein, peut-être que certains, Voilà. j'en ai rencontré peut-être certains, qui sont très attentifs à cela, et c'est normal, parce on a des enfants qui peuvent devenir prisonniers et qui peuvent remettre en cause une autorité, je pense par rapport à l'IA, etc. Alors, derrière ça, il y a de l'optimisme aussi, hein, parce que c'est aussi l'avenir, il va falloir travailler avec cet avenir.
Et justement, il y a une série d'actions et d'axes de développement de cette stratégie qu'on met en place, encore une fois, avec toute la communauté éducative, comme on l'a toujours fait dans nos, ça- comme on l'a toujours fait dans nos plans de formation ou dans l'innovation. Alors là, voilà, juste, il y a trois choses qu'il faut retenir. Alors, on vous avait présenté au Sénat, je me souviens, en fin d'année scolaire, il faisait très chaud. Ah, pardon. On avait proposé la stratégie Nov, hein, que vous pouvez retrouver. Donc, je ne vais pas revenir sur les éléments de On la avait laissé, stratégie. je crois, les documents avec Ouais. quelqu'un. Donc, Voilà. On avait fait un webinaire aussi en Exactement. septembre Oui. 2015. Donc, je vais directement aller dans la question où est-ce qu'on en est, en fait. Alors, moi, je pense qu'il y a trois choses à retenir dans cette stratégie Nov. Voilà. C'est un, la partie visible de l'iceberg, hein, on va dire ça comme ça, c'est la ressourcerie numérique. C'est une énorme, c'est sur Orion pour l'instant et ça va être voué à devenir un site public parce qu'on défend les communs numériques, le partage, la transparence, l'utilisation gratuite des ressources. Donc ça, la ressourcerie numérique, c'est des ressources pédagogiques. Les formateurs, pour l'instant, sont dedans et apportent leur expertise, etc. Donc, on a une vraie communion du réseau, on va dire ça comme ça, dans cette ressourcerie qui va servir à travailler ou à questionner d'autres formateurs sur ce qui existe ou pas afin de l'améliorer. On a les alvéoles, eh ben, c'est cette première slide qu'on vous propose, c'est-à-dire ce sont des salles de formation et d'expérimentation pédagogique qu'on installe progressivement dans nos instituts régionaux de formation, qui donnent à voir, qui donnent à tester, on y forme, on y essaie, là, ça vous montre un peu l'avancement en fonction des étapes, parce qu'évidemment, vous avez une première étape où l'équipe du BFI se déplace, diagnostique, met en place des formations de design thinking, où on essaie de travailler avec de la pâte à modeler, avec des outils, vous voyez, qui sont complètement déconnectés, qui sont déconnectés pour penser l'espace de demain, l'espace de formation de demain. Et puis, petit à petit, on installe des réflexions avec des cahiers des charges. Mais tout ça, c'est pris sur le terrain pendant des séminaires de rentrée. On rencontre les acteurs. Et moi, j'arrive sur cette troisième phase d'opérationnalisation, c'est-à-dire qu'on va rencontrer les comités de gestion, on va rencontrer tous les acteurs de l'IRF, ceux qui ont évidemment le côté financier, le côté administratif, et on va créer des salles concrètes de minimum 65 mètres carrés, qui peuvent aller jusqu'à 100 mètres carrés, pour réinventer un peu une façon de former, une façon d'expérimenter autrement que des salles classiques qu'on peut rencontrer à 80% dans le réseau, histoire de revoir un petit peu comment, d'après des outils numériques ou pas, d'après du mobilier qui se déplace, qui est flexible, comment on peut transformer sa classe, comment on peut opérer en y installant des groupes et tous tous les courants de pensée, en fait, hein, de pédagogues. Voilà, là, typiquement, on travaille sur les travaux de Françoise Cros, qui a déjà repensé les espaces innovants. Voilà, on s'appuie aussi sur l'action recherche. Et ensuite, on construit concrètement l'alvéole pour mettre ensuite plutôt sur un volet communication. Alors, c'est peut-être un petit défaut de communication, mais c'est pour aller vite. On dit souvent 16, et c'est vrai, 16 IRF, 16 alvéoles, mais au final, si on a quand même des particularités dans le réseau, je pense aux États-Unis, aux Amériques, je pense à l'Asie, où c'est des volumes un peu. L'IRF ne suffit pas lui-même pour faire une salle de formation. Donc, s'il y a plusieurs salles de formation, on va équiper plusieurs alvéoles, hein, c'est ça l'objectif. Mais pour terminer là-dessus, ce qui est très intéressant, je pense, c'est que alors vous pourrez venir si vous passez par Saint-Ouen, il y a une alvéole qui est en train de se construire ici, qui va s'appeler le Pop Lab, voilà, qui va livré être sur au décembre. rez-de-chaussée, voilà, qui va être livré sur décembre, c'est 100 mètres carrés. Avec ou sans, voilà, alors, on risque de faire une inauguration en janvier, et puis on en profitera pour lancer le label. Ça me donne la transition pour la suite. Oui, moi, ce que je voudrais oui, dire vas-y. sur ces salles, c'est l'implication. C'est-à-dire, ces salles, elles sont importantes. Alors, à finalité, effectivement, d'exister, à finalité de tester et d'avoir du matériel, à finalité de formation. Souvent, effectivement, quand on
on évoquait les comités de gestion, on est interrogé par des comités de gestion en disant, mais oui, on voit bien la finalité, à quoi ça sert, il faut bien voir les élèves derrière. C'est un usage, et même quelquefois dans les établissements, quand tu évoquais plusieurs alvéoles, bon, bah, c'est du matériel qui peut à certains moments aussi être utilisé. On le voit par des élèves. Oui, Donc, exactement. Tu as raison de le souligner, c'est des salles de formation en priorité parce que c'est l'IRF. Quand il n'y a pas de formation, c'est des expérimentations pédagogiques. Mm. Et quand c'est libre, ça peut arriver, c'est aussi l'organisation de l'établissement. On réinvente aussi les réunions, on pense différemment. Il y a tous les outils qui font pour que ce soit comme ici, un L'idée, début ouais. d'interactivité et de collaboration. L'idée, c'est que la vitrine que sont les IRF permette ensuite aux établissements d'avoir ces salles-là, de s'équiper, le plus, enfin, ou de s'équiper peut-être pas le plus possible, mais s'équiper de manière raisonnée. Alors, vous voyez des noms Là, apparaître, oui, puis voilà, on voit on où voit des sont noms les, apparaître. Voilà, exactement. où Où sont sont prévus les, C'est ça, c'est dans le. d'accord, et puis les noms. Alors, les noms, justement, c'est ici. Ce sont donc, je vais essayer de pousser voilà, c'est mon manipulation. Ce sont les administratrices et les administrateurs Innov en zone. Donc, 16 zones, 16 formateurs du premier et du second degré qui ont été choisis par nos inspecteurs et nos inspectrices et qui ont la charge, eh bien, de faire le lien entre la communauté éducative, l'IRF, de conseiller, d'amener leur expertise sur la création de ces alvéoles et surtout de butiner, transformer et s'aimer, repérer les pratiques pédagogiques, les soumettre aux inspecteurs. Enfin, voilà, il y a tout c'est un peu le référent Innov de la zone, hein. C'était important d'avoir ça. Deuxième, je vous l'ai dit tout à l'heure, les alvéoles. Et puis il y a un troisième axe visible et mobilisateur de cette stratégie, c'est la création. Alors c'est l'exclusivité, hein, vous êtes les premiers à entendre cela. C'est le label Innov, établissement innovant qu'on essaie de mettre en place. Ce label Innov, ben, en fait, c'est quoi l'objectif? C'est de reconnaître et valoriser les établissements scolaires qui s'engagent dans une démarche d'innovation et de transformation. Voilà, c'est un peu ça. Alors, c'est pas que pédagogique, c'est bien sûr le cœur de la pédagogie, de la pratique innovante, c'est la pédagogie, évidemment, la didactique, la pédagogie, mais on peut aussi avoir je le parlais tout à l'heure sur le CDI, ça peut être aussi l'implication des parents dans l'établissement sur des partenariats, tout ça, ça fait aussi partie de l'innovation. Et cela, on va pouvoir le mesurer dans une logique que je vais vous écrire dans un instant. Donc, Non, mais non, mais je Ouais, pense que la la question va y logique, avoir une ouais, réponse. d'accord. Il va y avoir des Très bien. tranches comme FR3D avec ben, des- c'est exactement. Et ben c'est Ben, voilà. vous nous le retirez. On n'a pas travaillé l'animation ensemble, mais c'est vrai que c'est la première chose d'ailleurs. Oui, c'est peut-être de montrer que la genèse du label Innov, Gérard l'évoquait, c'est l'idée de reconnaître en fait des pratiques dans des établissements. Et en ce cas-là, on s'est inspiré de ce qui se faisait dans le réseau. On a eu plusieurs années de suite des formations sur engager son établissement dans l'innovation, souvent avec des chefs d'établissement d'ailleurs. On a créé un jeu qui avait finalité de faire réfléchir sur les actions qui existaient et la manière dont on les valorisait. Oui, vous voyez la source d'inspiration qui est derrière notre Innopoly. Et en Avec plus de fait, 300 contributions 300 contributions et d'idées d'innovation. et des idées d'innovation enfin, je crois que c'est important c'est pas uniquement le jeu, nous derrière, c'est ce que nous récupérons de ce jeu et de la manière dont on phosphore effectivement sur l'innovation. Ensuite, eh bien, on a animé des séminaires, en zone. Ce séminaire de zone ont eu pour effet de récupérer un petit peu ce qui pourrait être un cahier des charges pour les établissements innovants. Parce qu'un label, il va bien falloir rattacher ça à des domaines, à des critères bien particuliers pour pouvoir effectivement les délivrer. Et tout ça, ça s'est fait à partir de ce qu'il était possible de faire dans le réseau. C'est-à-dire que ce n'est pas une injonction qui vient de l'agence, mais c'est plutôt ce qui vient du réseau et ce que l'on peut effectivement mettre en œuvre euh,
décliné pour l'ensemble des établissements. J'ai oublié le terme Oui. qui va bien, mais il y a un terme derrière qui est pour ça. Et évidemment, on est arrivé à la rédaction d'un vade-mecum, donc un vade-mecum sur lequel on reviendra, mais qui ne veut pas démarrer. Donc, qui Mais veut il pas va être démarrer tout à teasé, l'heure. il ne veut pas être teasé immédiatement. Oui. C'est Donc, ça, d'ailleurs, on est c'est peut-être arrivé pour à ça. cette idée de label. Oui. Alors, on ne veut pas non plus perturber le paysage, et vous voyez bien, et vous vous doutez bien que quand vous voyez 3 niveaux labellisation, les domaines, c'est qu'on s'est fortement inspiré aussi de la démarche de labellisation EFE 3D pour que les établissements soient dans la même culture, à savoir notamment que ce n'est pas un prof qui s'embarque dans l'innovation pédagogique, mais c'est bel et bien un établissement que l'on va labelliser. C'est-à-dire qu'il y a une dynamique d'ensemble dans un établissement. Et les étapes, en fait, sont à peu près, vous allez voir, sont à peu près les mêmes. Alors là, par contre, je le dis avant Gérard, c'est que toute cette réflexion qu'il y a eu au sein du BFI, et moi, je rends vraiment compte du travail qui a été fait par l'équipe de Gérard, à savoir Agnès, Michel, Jérôme, sur ce dossier-là, pour constituer effectivement ce qui va arriver dans les établissements. C'est là aussi, on est innovant puisque on est très regardé par la DNE, c'est-à-dire que l'Éducation nationale souhaite la direction du numérique éducatif du ministère du ministère de l'Éducation nationale, puisque le ministère attend en fait de voir l'organisation, comment ça va se mettre en œuvre pour le réseau, à finalité que la proposition soit faite à partir de notre expérience et de notre retexte pour des établissements en France. Donc, on est précurseur en quelque sorte d'une démarche et d'une reconnaissance, et eux aussi d'ailleurs sont dans l'idée d'avoir quelque chose qui se structure comme on a structuré le label EFE 3D. Je vais commencer par répondre à une question qui va arriver. J'anticipe une question, hein, c'est sur l'innovation. On va commencer par ça. Qu'est-ce qui fait innovation, en fait? Parce qu'on parle de label innovant, mais sur quoi on se base? Alors, tout à l'heure, je parlais de Françoise Cros. Et Françoise Cros, ce qu'elle propose, c'est 4 invariants qui sont fondamentaux, qui sont le nouveau, le changement, le processus et la valeur partagée. Alors, c'est ça qui fait innovation. Alors, le nouveau, ben, c'est qu'est-ce qui introduit un élément inédit par rapport à ce qui existe. Alors, ça, c'est la première chose. Le changement, c'est qu'est-ce qui émerge d'une réflexion approfondie et d'un engagement collectif. Ça, c'est la deuxième chose. Le processus d'innovation, bon, alors là, on le connaît, il est dynamique, il est marché. Bon, on fait des essais, des ajustements, on a des incertitudes, on accompagne activement les équipes. Et la valeur partagée, c'est-à-dire qu'une fois que ces 3 précédents consensus sont remplis, qu'est-ce qui est partagé pour créer des moments d'échange, de concertation et d'engagement? C'est ça, en fait, la notion d'innovation. Ça, c'est la première chose. Et de là, on a décliné donc les 5 domaines d'innovation qui seront présents dans ce cahier des charges dont parlait Rosane tout à l'heure. Donc, vous voyez, on retrouve bien ce que touche l'innovation et quelque part aussi l'IA en même temps. Donc, on a bien l'organisation des espaces, l'organisation de la structure même pédagogique, les pratiques pédagogiques et les usages, tout ce qui est collaboration, participation, partenariat et communication. On parlait des parents tout à l'heure. Comment on les implique aussi dans certains événements, etc. Quel est ce niveau d'implication? Et quelque chose de très particulier, le climat scolaire. Quatrièmement, alors il y a 5 domaines d'innovation, puis il y a 4 indicateurs d'un projet. Les 4 indicateurs, c'est un peu ce qu'on vient de se dire, hein, c'est qu'est-ce que ça, c'est exactement ce que je viens de vous raconter, hein. C'est le caractère innovant, l'impact que ça a pour qu'il soit mesurable, parce que c'est bien beau de faire des choses, mais il faut des indicateurs. L'envergure que ça prend, hein, vous voyez, depuis ma classe jusqu'au couloir, à la cour de récréation, jusqu'au partenariat extérieur. Et l'engagement, ça c'est le plus important dans l'école pour faciliter un indicateur de réussite. Et enfin, les 3 niveaux du label par rapport à tout ce qu'on vient de se raconter, eh bien, ils pourront participer à 3 niveaux. Alors, niveau 1 et 2, c'est à peu près concomitant, parce que le 3 c'est architecte, hein, c'est le niveau un peu plus... alors, je ne vais pas dire élevé, hein, c'est le niveau qui correspond le plus aux critères et aux indicateurs que je viens de vous donner. Le niveau 1, voilà, c'est un projet, ça mobilise plusieurs personnes, au moins 2, c'est explorateur, hein, on peut s'essayer.
Le niveau acteur, donc là, plusieurs projets, plusieurs équipes intercatégorielles. Donc là, il y a une notion de s'ouvrir sur plusieurs profils dans l'établissement. Et le niveau 3, architecture, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une méthodologie mise en place de projet. Ça répond aux 4 invariants fondamentaux. Ça mobilise les équipes. C'est des projets transformants. On va dire, c'est un peu, je prends la première alvéole qui a été réalisée dans le réseau à l'IRF d'Hanoï. Et ben là, on était plus que sur l'alvéole dynamique. On repensait la façon dont on allait sur l'immobilier, repenser les salles. Ils ont impliqué les parents, ils ont impliqué les enseignants. Ça a été un projet de 2 ans de travail. Là, on est vraiment sur le niveau architecte, hein. Ça dépasse le projet. Donc ça, c'est un peu déjà le cahier des charges du label. Et le voilà. Et le voilà. Je ne peux pas Oui, le délivrer pour l'instant parce que c'est justement pendant le lancement qui aura lieu en janvier 2025, comme ça, je vous l'annonce, à la l'AEFE, au Pop Lab, c'est son nouveau nom, hein, puisqu'on est à Sopop ici. Donc, on a voulu garder, et puis on est aussi quelque part sur la pop culture aujourd'hui, hein, on est sur la créativité. On est un peu sur la créativité aussi, qui fait partie de l'enseignement et du plaisir, hein. Beaucoup d'acronymes. Donc, Pop, voilà. pop. Donc, vous saurez que vous aurez du miel pop, comme ça, bon, c'est enregistré. Si on est allé jusque. Voilà. Rapidement, on ne va pas s'étaler là-dessus parce que le temps passe. Voilà, les établissements, et en tout cas, on vous le répétera pendant le lancement, mais on prépare un peu sa candidature. On a des appuis et des aides. Il y a l'administrateur Innov, il y a un groupe Innov qu'on compose. Vous voyez, le chef d'établissement est là, les enseignants, un représentant des parents d'élèves qui sera impliqué. Ça, c'est important, hein, quand je vous dis qu'on ouvre à la communauté éducative et qu'on ne fait rien sans vous. On le fait dès la composition du groupe, qui vont un peu, voilà, c'est la composition et les missions de ce groupe Innov. C'est tout ce qu'on vient de se faire, hein, le calendrier pour l'échéance du label, on recense les actions innovantes, on impulse les projets, on réfléchit, et où est-ce qu'on postule? Parce que c'est bien beau, une fois qu'on a réfléchi, on postule comme sur le label EFE 3D, sur une candidature qui est un service public de l'État qui s'appelle Démarche simplifiée. Donc, il y aura un lien dans le cahier des charges. On postule, on remplit des cases, on explique tout ce qu'on fait. Et puis, je vous avais dit, pour le niveau architecte, alors là, comme c'est d'envergure, on l'a millésimé, hein. Parce que l'innovation, il ne faut pas se reposer tout le temps. hein, il ne faut pas se reposer non plus sur ses lauriers. On ne peut pas être innovant tout le temps. Puis on peut pas présenter un label et 10 ans après le ressortir, surtout en matière d'innovation, ça va vite. Ça évolue, en conséquence de quoi c'est des choses qui sont révisables aussi pour les établissements. On l'a fait que sur le niveau 3, hein, pour pas engorger les procédures. Voilà, bon, ça c'est un exemple du label. Évidemment, à la fin, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on délivre un certificat. Alors là, évidemment, on l'a pas du tout maquetté puisqu'on a eu que hier la réunion avec le service communication. Donc, on va faire des beaux diplômes, mais sachez que ça va être plus loin qu'un diplôme puisque c'est basé sur un système de blockchain. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va y avoir une identité numérique, comme les badges en fait. Il va y avoir une identité numérique qui va donner la paternité au projet, qui va donner sa date, qui va donner la sécurité aussi. Vous voyez, c'est vraiment un système qui permet vraiment de labelliser numériquement ce label. Et prochaine étape, qu'est-ce qu'on va faire? C'est très simple. On va faire une plaquette de communication qui va expliquer de manière très simple aux parents c'est quoi ce label, qu'est-ce qui se cache derrière. Quand mon enfant est dans un établissement où il y a un label établissement innovant, qu'est-ce que ça signifie concrètement? Voilà, on va essayer de faire un petit triptyque de 3-4 pages qui va dire concrètement ce que je viens de vous expliquer, mais en mieux. Et c'est là que tu dois dire, mais non, c'était bien. Mais non, pas du tout. Voilà. Donc ça, c'était sur la partie label. Je crois que j'ai tout dit sur le label. Donc communication, lancement en janvier, et plaquettes et vidéos, etc., qui vont vous être très vite menées. Donc la ressourcerie numérique, les alvéoles en construction, la labellisation, tout ça, on voit que c'est la stratégie Innov. Et dans cette stratégie de l'innovation, l'année thématique de l'intelligence artificielle. Avec ambassadeur en herbe. Avec ambassadeur, vous avez vu le mail, l'ambassadeur en herbe qui, et d'ailleurs tous les événements qui vont se coller
à la thématique de l'IA. Tu veux que je poursuive? Je peux. Bah, écoute, D'accord. C'est sur parti. l'IA, on a engagé le parcours, on a Ouais. engagé l'année, donc Ouais. on peut aller plus loin sur la manière dont on décline effectivement Voilà. l'IA dans le réseau. Alors, l'IA pour nous, c'est trois choses très importantes, c'est trois fondamentaux, trois fondements, même, je dirais. Le premier, c'est éthique et responsable. Hein, on a une IA encadrée qui doit être transparente, qui nécessite la protection des données, la sobriété numérique. Ça, c'est vraiment important. Il faut un lieu rassurant, sécurisé pour les élèves qui sont dans nos établissements français. Deuxièmement, c'est l'inclusion et l'adaptation. Donc, l'IA, qu'est-ce que ça permet aujourd'hui? Ben, ça permet de personnaliser les apprentissages. Notamment, on travaille beaucoup avec les élèves à besoins éducatifs particuliers, hein, avec Frédéric Rocher, sur ces questions. Et ça répond aussi à une particularité du réseau, au défi d'un environnement multiculturel et plurilingue. L'aide à la décision, ça c'est sur le volet gestion des établissements. Hein, mais attention, je vous invite à aller voir d'ailleurs l'interview qu'a donnée la directrice générale dans le Petit Journal, ça vient de publier hier, je crois, et elle insiste énormément sur le fait que l'IA est un outil, je reprends ces termes, au service de l'humain. Ça c'est important. Ça veut dire que, comme le numérique, comme l'IA, si la pédagogie est beaucoup plus efficace que l'outil, on ne prend pas l'outil, on se déconnecte et on n'utilise pas l'IA. D'accord? Donc tout ce qui est bien validé, vérifié dans une pratique pédagogique n'est pas forcément lié à un outil numérique à utiliser ou une intelligence artificielle. Donc c'est vraiment c'est frugal. Voilà, on va dire ça comme ça. La stratégie donc, de l'IA aussi, on l'a vu, c'est un des axes de la stratégie Nov. Hein, c'est pas quelque chose qui vient de se rajouter au numérique, etc. Ça fait vraiment, on l'avait déjà pensé, et c'est pour ça qu'on a voulu des temps forts. Des temps forts dans la semaine des lycées français qui va bientôt ouvrir, et je vous conseille d'y participer activement. Il y a une très belle émission web radio qui va être diffusée la première journée avec des experts de l'IA, avec des parents, avec des enseignants, etc., dans un centre de documentation, parce que l'EMI, ça fait tout à fait sens dans ce genre d'espace. Donc vous verrez, il y a une annonce qui va être faite, vous pourrez suivre cette émission dès le premier jour. Ça, c'est la première chose. On a en idée, l'idée l'année prochaine, plutôt en fin d'année scolaire prochaine, de faire un colloque autour de l'IA. Ce colloque, il nous permettra de donner les résultats de l'enquête qui va être bientôt lancée début décembre. C'est une enquête sur l'IA à destination de nos établissements, hein, qui vont faire le relais des réponses et qui va permettre un peu de voir où est-ce qu'on en est, au fait, sur quelque chose qui est arrivé en automne 2022, au final. C'est pas si loin que ça. Comment les enseignants s'en sont emparés ou pas? Quels sont les freins et les difficultés qu'ils rencontrent? Voilà, ça va être une espèce de panorama et on profitera de ce colloque sur l'IA pour donner les résultats et voir un peu le panorama de l'usage de l'IA dans le réseau. Ce panorama, il a un peu été fait en France, puisque, comme le disait Rosen tout à l'heure, on est en lien très soudé avec la direction du numérique éducatif. Et il y a cette idée d'avoir mis à disposition cet été, je ne sais pas si vous êtes allé la voir, c'est la charte, le cadre d'usage de l'IA dans la classe. Et dans l'école même, hein, parce que ça dépasse aussi la classe. Et ça, c'est vraiment important. Je vous conseille d'aller le voir. Vous tapez cadre usage IA à l'école. Et c'est vraiment le cadre de référence de l'appropriation, de l'utilisation de l'IA. Et tout ça, c'est décliné niveau par niveau. Qu'est-ce qu'on fait en maternelle qu'on ne fait pas au lycée? Où est-ce qu'on joue l'autonomie avec l'IA? Voilà, il y a des infographies qui existent. Je vous conseille d'aller voir, c'est vraiment, je pense, important, puisque tout à l'heure, on parlait d'un cadre éthique, raisonné, sobriété numérique et responsabilité des données. Ça, c'est vraiment le socle qu'on bâtit autour de cela. Pour terminer, donc,
On a donc un colloque, des événements qui sont associés, le parcours IA formation qui ouvre à tous les personnels en janvier, l'enquête donc à partir du mois de décembre. Et puis, il y a 50 actions de formation, on les a relevées, 50 actions de formation sur Athéna qui sont liées à l'usage de l'IA en pédagogie, en administratif et financier et en pilotage de l'établissement. Ça aussi, c'est important de le souligner. Qui sont d'ores et déjà proposés pour cette année dans les plans régionaux de De formation. formation. Et un élément très important aussi, puisque cette semaine des lycées français du monde va ouvrir l'année de l'IA sur cette première émission de radio, euh, on aura une cartographie aussi des actions qui ont, comme chaque année, qui vont être proposées donc, sur une carte interactive de la semaine des lycées français du monde. Et nous, ça va aussi nous donner l'occasion de voir à travers cette cartographie quels sont les projets qui sont engagés. Et cinquième point, on a mis en place des actions pédagogiques aussi monde qui ont permis à des établissements qui ont postulé eh bien, de bénéficier voilà, d'une aide financière pour des projets un peu d'envergure qui mobilisent donc toute la communauté éducative, les laboratoires de fabrication, tout ce qui existe aussi dans cette IA. Et je pense que c'est à peu près ça. Il est 37, j'ai dépassé de 7 minutes. Ça va très bien, on n'avait pas fixé de Bon, d'accord. et la dernière fois, on avait dépassé D'accord. largement aussi l'horaire. D'autant que je ne vois aucune question. Bon, ça veut dire que c'est clair. Ou alors, Ou alors que c'est... C'est pas du tout. On a endormi tout. D'accord. Mais non, pas du tout. C'était très clair. C'était très clair. Moi, j'ai des petites questions, mais peut-être que je poserai en dehors de notre échange. Alors, j'ai vu bon, il y a une question, mais qui n'est pas liée à notre webinaire de ce jour, qui est une question sur les dates des examens de fin d'année qui sont parus, ça fait quelques jours, et on a reçu... au BO du 20, je sais plus, 23 octobre, je crois. Donc, on a eu plusieurs remontées sur le sujet et voilà, c'était sur certaines zones. Je ne sais pas si on appelle ça des zones, mais sur certaines zones, les examens, notamment les épreuves anticipées de français et de mathématiques, ont été calés le même jour. Ce qui pose des problèmes à certaines familles qui, ne serait-ce que parce que l'épreuve anticipée de mathématiques, c'est une nouveauté, on n'a pas de référence dessus, ça crée ça crée des interrogations, c'est normal, il n'y a pas les anciens qui l'ont passé, qui disent « oh, c'est rien, c'est facile, ça se fait comme ci, ça se fait comme ça ». Il faut rappeler que c'est 2 heures. Alors, moi, je rappelle que c'est 2 heures, effectivement, Voilà. et que on n'a pas de référent, effectivement, mais on a des enseignants qui préparent les élèves à cette épreuve. Donc, eux-mêmes sont ou seront formés là, et on a de toute Les façon sujets des zéro, sujets zéro. on a les sujets zéro. Absolument. Donc là-dessus, et je pense que les enseignants ont quand même puis des déclinaisons de sujets pour faire travailler les élèves. Donc je ne crois pas que ce soit... enfin, là, pour le moment, parce qu'on n'a pas la vision et qu'on n'a pas encore reçu l'essentiel des enseignements sur l'épreuve, on ne voit pas, mais je pense qu'arrivé à l'examen, il y aura peut-être cette crainte-là du nouvel examen sera un peu tombée. Et puis, c'est un peu préoccupant parce que c'est une nouveauté, mais c'est vrai que quand on y pense, le DNB, on passe aussi plusieurs épreuves par jour en général. Et puis peut-être plus de jours. Là, on a concentré sur une journée. Le DNB est quand même sur Oui. 2 journées avec une épreuve matin et après-midi. Voilà. Plusieurs jours. Mais où se pose là aussi que ce Alors, soit l'enjeu, DNB, voilà, il y a une question sur les aménagements. Il y a une question sur les aménagements et sur le fait que les temps sont vraiment... Ça fait des grosses journées, on va dire, si on rajoute un tiers-temps à 2 épreuves de 4 heures et 2 heures. Alors, peut-être, moi je vais rappeler quand même que sur l'organisation des examens, vous avez bien vu et vous avez repéré que c'est sorti dans un BO, ce qui veut dire que sur cette partie examen, même si l'agence est de plus en plus impliquée dans les examens au sens d'être un relais
entre ce qui se passe sur le terrain et puis la mission du pilotage des examens qui organise l'ensemble des examens en France, ou bien les DEC, qui sont les divisions des examens et concours en académie. C'est vrai qu'on a un rôle un petit peu de passation d'informations et de la prise de température aussi. Nous ne sommes pas, l'AEFE n'est pas à l'organisation et à la manœuvre sur les examens. On facilite, on est des facilitateurs, hein. D'ailleurs, on a mis des centres, hein, d'accompagnement sur les examens en zone, mais on n'est pas à la décision du tout sur, évidemment, les épreuves. Et on est parfois consulté sur les calendriers facilitateurs, parce que nous rappelons quelquefois que alors, ces calendriers sont toujours mis en amont de ce qui se fait en France, hein, à peu près à une semaine de décalage. Et nous, on rappelle aussi qu'à certains endroits, on peut avoir des jours fériés à ce Voilà. moment-là. On peut avoir, et il y a une espèce de quadrature du cercle qui est à l'organisation, qui est extrêmement complexe, parfois sur l'organisation des dates des examens. Et le problème, c'est que ça se cale sur plusieurs pays qui ne sont pas forcément... Et qui ont souvent des calendriers, connexions. effectivement, et des connexions. Donc, on trouve la cote la moins taillée, la moins compliquée pour le réseau. Ça, c'est un premier point. Sur l'organisation en elle-même, effectivement, des journées, en fait, comme à chaque fois, on se base sur ce qui est légal, hein. Légal, c'est 6 heures d'épreuve, effectivement. Et là, tout ce qui est tiers-temps, en fait, c'est particulier, donc ça n'entre pas dans dans ce côté effectivement légal. Bon, nous, on interroge systématiquement, et je l'ai fait auprès de la mission du pilotage des examens, qui me dit oui, sur les horaires, etc. On sait, hein, Oui, non, mais on connaît, mais c'est vrai que là, ça fait beaucoup de sujets parce que comme il y a aussi l'épreuve de mathématiques sans calculatrice, on a déjà des sujets sur... oui, ça, je l'avais déjà sur la première. Voilà. La première et, Donc ça, l'un plus l'autre, puis là, c'est vrai que voilà, on a des familles qui se disent, est-ce que on nous parle beaucoup d'école inclusive, mais voilà, donc je vais laisser Rosane rappeler que ce qui est fait dans le réseau est nettement supérieur à ce qui peut être fait en France, mais bon, ça reste quand même des... Et moi, je quand on est comprends, hein, que concerné. quand on est concerné, effectivement, on essaie de trouver ce qui est le mieux pour son adolescent ou enfant, ce qui est logique, hein. Mais là, hein, je le répète, que sur les dates, on est sur 2 épreuves, avec un laps de temps, effectivement, qui sera accordé entre les 2 épreuves. Euh, donc, et que la mission du pilotage des examens, effectivement, l'a conçue comme telle. Euh, bon, on en parlait un petit peu, quand ça n'est pas comme ça, je veux dire, on a aussi des remontées, Ouais. parce que quand on l'installe sur 2 jours, pour un certain nombre de parents dans le réseau, tous nos établissements ne sont pas centres d'examen et on a des déplacements qui quelquefois sont même des déplacements avion avec des frais d'hébergement et de per diem en quelque sorte, hein, de coûts à la journée important. Et quand on place ça sur 2 journées ou 3 journées, on a aussi ces retours un peu vifs en disant mais ce sont des coûts supplémentaires tout compte fait à la scolarité des élèves. Nous, on essaie d'avoir le maximum effectivement de centres d'examen. C'est lié à l'homologation, c'est lié aussi aux garanties qu'un établissement peut donner sur la passation des examens. Donc, on tente d'être facilitateur, mais effectivement, c'est plus compliqué quelquefois qu'il n'y paraît que la demande. Merci d'avoir répondu à cette question qui n'a pas grand-chose à voir avec le sujet du jour. Mais c'est vrai que le 7 octobre, comme on n'avait pas eu le temps de tout traiter, j'avais dit qu'on pourrait continuer à poser des questions. C'est vrai. Et n'hésitez pas à nous envoyer des questions quand elles sont générales par mail. Nous, on les relaie à la DEOF qui nous répond systématiquement de manière très détaillée et rapide. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à poser, bon, quand c'est quelque chose de très particulier lié à un établissement, en général, ça serait que dans l'établissement. Oui, et voilà, quelquefois on va à l'information, y compris dans l'établissement. Voilà. Mais alors, du coup, il n'y a plus aucune question sur la formation, l'innovation, l'IA, les attentes. Si on n'a pas de questions, vous pourrez toujours les envoyer par email. On va vous remercier et merci beaucoup, Rosane.